Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Bienvenue à cette dernière session du cycle de webinaire du projet Bridging the Gap à combler l'écart. Il semble incroyable, mais déjà 12 sessions, plus d'un an sont déjà passées. Nous espérons vraiment que ce cycle formation a été utile et qu'il peut être un outil de connaissance également réutilisé dans les prochains futurs dans tous les pays du monde, j'espère, pour en fait sensibiliser et informer sur l'inclusion de personnes vivant avec un handicap dans la coopération au développement. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui aussi. Je suis Alessia Roga et je suis la coordinatrice de la gestion de connaissances et de l'apprentissage du projet À combler l'écart. Comme tout le monde sait bien maintenant, j'espère, Bridging the Gap, c'est une initiative financée par l'Union européenne et se concentre sur le renforcement de capacités de gouvernement, en particulier en Burkina Faso, en Équateur, en Éthiopie, en Paraguay et en Soudan, ainsi que sur l'intégration du handicap dans la coopération internationale pour développer, mettre en œuvre et surveiller le droit des personnes vivant avec un handicap. Bien, en parlant de notre cycle de webinaire, vous savez que vous pouvez trouver tous les enregistrements des sessions en 3 langues sur notre site web et sur notre page YouTube. Trouvez tous les liens dans les chat box ici dans un instant. Une nouveauté dans les prochains jours sera la page consacrée à la gestion de connaissances du projet sur le site de notre partenaire IDDC, the International Disability and Development Consortium. Une page dédiée à tous les produits du projet, y compris en fait le webinaire. Sur cette page, vous trouvez pas seulement les enregistrements de webinaires, mais également tous les sous-titrages, les présentations et tout le matériel de soutien. Bien, la session d'aujourd'hui sera sur la protection sociale. Pourquoi c'est tellement important la protection sociale pour des personnes avec un handicap? Bien, parce que des personnes vivant avec un handicap vivent en fait un certain nombre d'expériences qui réduisent souvent leur accès et leur demande de services. Par exemple, ressources limitées, discrimination, des programmes inaccessibles et surtout les liens entre pauvreté et handicap, en fait, suggèrent que les programmes de développement et les politiques qui ne tiennent pas compte du handicap laisseront en fait des personnes vivant avec un handicap derrière. Bien, pour parler avec nous, explorer ces sujets extrêmement importants, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Alex Cote. Alex, en fait, juste 2 mots sur Alex. Il collabore en fait avec Bridging the Gap depuis le début en différentes activités. Alors, merci d'être avec nous aussi aujourd'hui, Alex. Il a travaillé depuis 20 ans sur le développement inclusif, en particulier sur la négociation, la mise en œuvre et la suivi de la CDPH. Il a été aussi directeur régional du programme en Europe de Sud-Est et puis au Moyen-Orient pour Humanité et Inclusion. Il était aussi cofondeur du Center for Inclusive Policy qui soutient le développement de capacités pour des politiques publiques inclusives et conformes à la CDPH. Bien, je pense que nous pouvons vraiment commencer. Je laisse la parole tout de suite à Alex. Seulement, je vous rappelle que le webinaire est sous-titré en direct et vous trouvez déjà les liens pour suivre les sous-titrages en direct ici dans les chat box. Donc, merci bien Alex et je te donne la parole. Merci bien Alessia. Merci à tous de nous rejoindre pour cette conversation sur la protection sociale et les personnes handicapées. En fait, dès le départ, on peut
avec le titre de la présentation, voir qu'on va donner un angle particulier à cette conversation. Quand on dit protection sociale et personnes handicapées, selon les pays où on se trouve, ça prend une connotation très différente. Et dans le travail que nous avons fait ces dernières années sur le sujet, on se rend compte que pour beaucoup de personnes handicapées, et notamment des membres d'organisations de personnes handicapées et des leaders, il y a un synonyme entre protection sociale et charité. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille pour changer cette perception, car la protection sociale est, selon la CDPH, une des préconditions à la participation des personnes handicapées. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la façon dont s'organisent les systèmes de protection sociale peut ou soutenir la participation et l'inclusion des personnes handicapées, ou au contraire la réduire. Donc, très brièvement, pour s'assurer qu'on est tous d'accord sur ce dont on parle, qu'est-ce que la protection sociale? Alors, c'est un ensemble de politiques et de programmes publics et qui peut avoir des composantes privées liées notamment à l'assurance et qui couvre différents risques et chocs potentiels au cours de la vie. Et qui, donc ça, c'est, je dirais, l'idée de base de la protection sociale. Ça va être la maternité, la maladie, le chômage, les accidents du travail. Ça peut être aussi le handicap, la mort de la personne qui est en charge de générer le revenu de la famille et bien entendu la vieillesse. Et c'est très important d'avoir ça en tête, car à l'origine, et c'est encore très très fort dans beaucoup de pays, quand on dit protection sociale et handicap, on pense devenir personne handicapée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je suis travailleur et je fais un accident dans mon lieu de travail ou j'ai un accident de la vie et je deviens une personne handicapée et je ne peux plus travailler. Et donc, c'est au cœur de la protection sociale sur le handicap, il y a cette notion de capacité de travail. Et ça génère des malentendus, mais ça aussi a des effets pervers, et on reviendra là-dessus. Et de plus en plus, je dirais sur les 10 dernières années, il y a cet accent qui a été mis sur le fait que la protection sociale, elle n'est pas juste là pour protéger des risques, elle est aussi là pour protéger, pour aider les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité et de marginalisation, les aider à participer, à être inclus. Alors, quels sont les instruments de la protection sociale? Alors, il y a divers instruments et différents rôles. Un rôle principal, c'est le soutien financier, qui à l'origine était là pour compenser une perte de revenus et couvrir des dépenses de santé. Et comme on l'a dit, de plus en plus, il y a cette idée que toutes les personnes ne sont pas en position de gagner un revenu, donc ils ne sont pas en position de le perdre. Et donc, il y a toute cette notion d'assurer un revenu minimum, quelles que soient les circonstances, et c'est tout le travail qui a été fait ces dernières années autour du socle de protection sociale. Donc ça, c'est le côté soutien financier, soutien aux revenus, et ça inclut cette notion de couvrir les dépenses de santé. C'est un des points essentiels de la protection sociale, qui est d'éviter les dépenses de santé dites catastrophiques, c'est-à-dire les dépenses de santé qui vous endettent et qui peuvent vous entraîner dans la pauvreté. Alors, un autre aspect qui est parfois moins développé, c'est la question de l'accès aux services sociaux et répondre aux besoins essentiels. Alors, ça peut être, par exemple, les services de la petite enfance, ça peut être les services pour les enfants non accompagnés ou les enfants qui n'ont plus de parents. Mais c'est aussi toute une partie des services pour les personnes handicapées. Alors,
Comment c'est fait? Alors, c'est fait par des soutiens en biens, en espèces ou en services. Donc, en biens, ça va être, par exemple, dans le cadre du handicap, le fauteuil roulant, les aides techniques. En espèces, c'est les allocations. Et les services, ça peut être, par exemple, un service d'auxiliaire de vie ou d'assistant personnel. Alors, comment c'est financé? Il y a deux sources principales de financement quand on parle de protection sociale. Il y a le budget, hein, financement par l'impôt, et c'est souvent relatif à ce qu'on appelle les systèmes ou les programmes non contributifs, aussi appelés assistance sociale. C'est souvent, par exemple, le handicap, mais aussi tout ce qui est assistance aux personnes les plus pauvres qui ne sont pas forcément en capacité de contribuer. Alors, ça nous envoie sur la notion d'assurance sociale, qui est cette idée que si vous êtes salarié dans le secteur public ou dans le secteur privé, formel, hein, vous contribuez à des caisses d'assurance sociale qui vous préparent une retraite, mais aussi vous offrent ce qu'on appelle une pension de survie et d'invalidité. Et j'utilise le mot invalidité non pas parce que c'est le mot correct au sens de la CDPH, mais parce que très souvent c'est le mot qui est utilisé dans les systèmes de protection sociale. C'est aussi l'assurance maladie, l'assurance chômage, selon le niveau de développement du système dans les pays. Alors une des grosses questions qui existe, c'est que dans les pays les plus pauvres ou les pays à revenus intermédiaires, la majeure partie de la population est dans une économie informelle, donc n'a pas accès forcément à l'assurance sociale, ce qui bascule beaucoup d'attention sur les systèmes non contributifs. Alors, si on s'attrape un peu sur la question de la protection sociale et des personnes handicapées, alors pourquoi la protection sociale est importante pour les personnes handicapées? Alors, il y a la question de la pauvreté, la question des coûts liés au handicap, la maladie. Quand je dis maladie, c'est pas forcément la maladie synonyme de handicap, mais parce que les personnes handicapées, elles peuvent tomber malades comme toutes les autres. Et on sait que en termes de demande de soins de santé, en moyenne, les personnes handicapées ont plus besoin ou sont plus utilisateurs des services de santé. Alors, ils ont aussi des besoins de services de soutien. Ils font face aussi à des discriminations multiples, excusez-moi, et ils ont quand ils ont accès à l'emploi, souvent ils touchent moins que les personnes non handicapées. Donc l'ensemble de ces facteurs fait que les personnes handicapées sont plus exposées aux risques qui sont censés être couverts par la protection sociale. Alors que font les gouvernements aujourd'hui dans les pays à revenus faibles et intermédiaires? Très souvent, s'il y a allocation financière, c'est relativement faible et avec des couvertures relativement faibles aussi. On verra ça un peu plus tard. Ils couvrent souvent certains coûts de santé et cette couverture est souvent théorique, liée notamment au phénomène de corruption dans les systèmes de santé. Et très souvent, la couverture n'intègre pas les soins spécifiques ou les services de santé spécifiques au handicap. Très, très rarement, il y a un soutien aux coûts liés au handicap et aux services de soutien dont les personnes ont besoin. Et dans certaines régions, notamment l'Europe de l'Est, mais aussi dans certains pays du Sud global, il y a financement d'institutions pour les personnes handicapées. Et pardon-moi, Alex, un instant, mais les slides, les slides sont fermés dans la première. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que tu n'es pas en train Ah, de- alors attendez. Non, je ne me suis pas rendu compte. Ok, désolé. Hein. Est-ce que... Non, non, mais est-ce que c'est revenu? Moi aussi, moi pas. Non, mais non, en fait, non, c'est pas. Qu'est-ce que vous voyez là? Toutes mes Seulement excuses, hein. a white page. Ok. Et si je fais ça? Mais cherche de arrêter le sharing screen and try it again. Ok. Tac. Stop. Ok. Show. Et là? Non. Euh, Je comment ne on sais va pas trop faire? quoi faire. Euh,
attends, je vais Voilà, essayer quelque chose. d'accord, il est Ok, un, il c'est est un, bon? Ok, c'est bon. super. Toutes mes excuses. Ça, j'ai même pas touché le bouton. Je sais Ah, pas ce que c'est. je ne sais Ok, pas pourquoi. ok. Probablement il y a Alors, un. Voilà, merci. si on regarde au niveau global, la couverture euh, des, euh, des personnes handicapées. Alors, ce qui est important, c'est que les calculs qui sont faits, tout ce que je vous présente là, c'est fait sur la notion de handicap sévère, invalidité grave, alors qui ne sont pas forcément des mots sur lesquels on est très content, mais c'est les mots de la protection sociale, encore aujourd'hui, mais c'est aussi parce que c'est le groupe de personnes sur lequel on a les données les plus fiables. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que quand vous savez que dans la plupart des pays qui utilisent la question est-ce que vous avez un handicap? Oui, non. Les 2% de la population qui sont capturés sont les personnes avec des handicaps souvent visibles et souvent importants. Donc ça, je dirais la petite note pour mieux comprendre ces données. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en moyenne, on a 27% des personnes avec un handicap sévère qui ont accès à une allocation handicap ou une prestation liée au handicap. Mais on a une différence de couverture qui va de 97% dans les pays d'Europe de l'Est à 9,4% dans les pays d'Asie-Pacifique. Et dans la zone Afrique, les chiffres sont encore moins élevés, mais il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir avoir une estimation régionale solide. C'est des chiffres de 2017 et le BIT est en train d'actualiser ça. Et on va avoir plus de détails dans les mois qui viennent. Alors, si on regarde dans les pays riches, quelques chiffres. 3,6% de la population adulte en Europe bénéficie d'une prestation handicap, en moyenne, hein, sur l'ensemble des pays européens. Et autour de 2% du PIB, en moyenne, est dépensé sur les dépenses publiques pour le handicap, en très grande partie la protection sociale. Donc ça vous donne un peu un repère. Et si on regarde la couverture dans les pays à revenus intermédiaires est faible, on se rend compte qu'on a uniquement 3 pays qui ont une couverture qui approche les 3%, l'île Maurice, la Géorgie et l'Afrique du Sud. En Ouzbékistan, on est au-dessus de 2,5 et après on descend. On descend au-dessus de 2%. Et si on va sur les pays pauvres, où on est en dessous de 0,5% de la population adulte. Et je dirais, une fois de plus, je reviens sur ce 2-3% qu'on a sur la plupart des recensements. On sait qu'il est raisonnable de penser que entre 2 et 5% de la population adulte va avoir un besoin significatif en termes de protection sociale. Et c'est une des choses importantes aussi à signifier, c'est que quand on dit il y a 15% de personnes handicapées en moyenne, c'est des personnes qui font une expérience du handicap. Ça ne veut pas dire que c'est 15% de la population qui ont besoin de services ou de programmes de protection sociale spécifiques. Alors, si on regarde en termes de dépenses, sur les 33 pays à revenus faibles et intermédiaires qui ont des prestations liées au handicap ou à l'invalidité, on a seulement 6 qui dépensent plus de 0,3% du PIB. Vous vous rappelez, dans les pays OCDE et Union européenne, on était autour de 2%. Donc on voit vraiment l'écart en termes de dépenses et d'investissement. Il y a un repère qui est en train de s'établir. On n'est pas encore à 100% sûr, mais ça commence à s'approcher. La notion de 0,5% du PIB comme un peu un palier à atteindre pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Mais ça fait partie des travaux que nous faisons et dans les 6 prochains mois, on sera en position de vous en dire plus. Alors, on a vu des pays dépensent beaucoup, des pays dépensent moins, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que vous soyez dans un pays qui dépense beaucoup ou qui ne dépense pas trop, eh ben, les personnes handicapées, elles sont toujours plus pauvres que les autres.
et cela dans toutes les régions. Et ça nous amène et donc là, je vous présente des graphiques qui, le graphique du dessus fait référence à l'Union européenne et présente l'écart entre les personnes avec un handicap et les personnes sans handicap. Et le graphique du dessous fait partie du rapport global sur les personnes sourdes, sourds-aveugles, et où on a fait une comparaison sur les recensements, les données des recensements, entre les personnes sans handicap, les personnes sourdes et aveugles et les personnes avec un autre handicap. Et on se rend compte que les personnes handicapées, sourdes, aveugles ou pas, sont toujours plus pauvres que les autres. Et une des grandes questions, c'est que oui, l'argent est important, surtout dans le domaine de la protection sociale, mais que l'argent ne fait pas tout. C'est-à-dire que si la façon dont on pense les systèmes de protection sociale n'est pas orientée vers l'inclusion, en fait, ces systèmes peuvent saper en fait les efforts d'inclusion des gouvernements. Alors, notamment, quelques points vraiment sur lesquels nous allons insister. C'est le lien entre obtenir une aide ou une allocation du handicap et le fait de ne pas pouvoir travailler. C'est-à-dire, parce que j'ai une allocation handicap, je n'ai pas le droit de travailler. Si je travaille, je perds mon allocation handicap. Et on a vu que ça crée vraiment des phénomènes pervers, notamment dans les pays les plus pauvres, où en fait souvent l'allocation handicap est le seul revenu stable de la famille. Donc il n'y a aucun intérêt du point de vue de la famille et par conséquent du point de vue de la personne d'engager dans une activité économique qui fait prendre le risque de perdre ce revenu stable. On reviendra sur ce point qui est vraiment central. Un autre aspect qui est important, et qui est lié, c'est que si vous avez l'allocation handicap, dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres éléments qui pourraient être la formation professionnelle ou la subvention à la création de petites entreprises, le microcrédit, etc. Et le dernier point, c'est que certains programmes de protection sociale, notamment pour les enfants et dans les familles pauvres, sont souvent associés à des conditions qui vont être, par exemple, on vous donne une allocation si et seulement si votre enfant est 80% des jours scolaires à l'école. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont victimes de discrimination dans l'accès à l'éducation? Alors très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une élimination de la condition, pas forcément un effort pour assurer qu'il y ait une inclusion, ou alors c'est pas l'enfant handicapé qui va bénéficier du soutien. Donc il y a toutes ces questions, c'est juste des exemples qu'il faut prendre en compte quand on pense protection sociale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dépenser de l'argent, mais que cet argent n'est pas forcément dépensé pour l'inclusion. Si on regarde les pays d'Europe de l'Ouest, ou les pays les plus riches, ou aussi les pays d'Europe de l'Est, il y a énormément d'argent qui est dédié aux institutions et aux soins ou au soutien en institution, et qui n'ont pas de contribution directe à l'inclusion des personnes handicapées. Alors, la CDPH, elle secoue un peu tout ça, et évidemment, il y a un changement de paradigme qui s'opère dans tous les domaines, y compris la protection sociale. Alors, aujourd'hui, il n'est qu'en anglais, malheureusement, mais il va être traduit en français dans les semaines qui viennent. C'est alors je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais alors c'est un document qui a été élaboré par l'Alliance internationale du handicap, AIDA, avec le BIT, le Bureau international du travail, et un ensemble d'agences UN et de bailleurs de fonds et aussi des ONG qui s'appellent Vers des systèmes de protection sociale inclusifs soutenant la participation pleine et effective des personnes handicapées. Et donc, c'est un peu, ça explique pas forcément les détails techniques de comment il faut le faire, ça c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais c'est plutôt qu'est-ce que un système de protection sociale doit faire pour soutenir la participation des personnes handicapées. Donc je voudrais aujourd'hui revoir quelques points saillants qui sont dans ce document.
Alors, que dit la CDPH sur la protection sociale? Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur le fait que la protection sociale, c'est pas uniquement l'article 28, c'est aussi et principalement l'article 28 de la Convention, mais pas seulement. On va voir ça tout de suite. Donc, quelques points essentiels. Un, c'est les personnes handicapées ont le droit à avoir un niveau de vie suffisant sur un pied d'égalité avec les autres, c'est 28.1. 28.2, c'est les personnes handicapées ont le droit à l'accès sans discrimination à tous les régimes et programmes de protection sociale. Et ça inclut les programmes de réduction de la pauvreté, les pensions, les retraites, le logement social, l'assurance maladie, et ça fait référence à l'article 25, la formation professionnelle et le retour au travail, qui est inclus dans l'article 27. Mais c'est aussi, donc ça c'est un peu la protection sociale générale, mais c'est aussi la protection sociale spécifique pour les personnes handicapées. Et là, on a deux points essentiels. C'est le fait que les personnes handicapées, l'État doit s'assurer que les personnes handicapées ont accès à des services et des aides techniques abordables et de qualité, qui favorisent une vie autonome, ça c'est le lien avec l'article 19 et en particulier 19b, et qu'elles bénéficient d'une assistance pour couvrir les dépenses liées au handicap. Ensuite, il y a des points particuliers, notamment sur la question des enfants handicapés, en lien avec l'article 16 et l'article 23. Et l'article 18, c'est spécifiquement sur la question de l'enregistrement à la naissance, qui permet d'obtenir les papiers et d'être dans les registres civils. Il y a aussi la question des discriminations multiples faites aux femmes, qui est un point essentiel en termes de protection sociale aussi. Et évidemment, la notion de coopération internationale dans le domaine de la protection sociale, qui est couverte implicitement par l'article 32 et l'article 11. Alors, un point vraiment essentiel, et c'est probablement avec la notion d'incapacité du travail, c'est un des points principaux que je voudrais que vous reteniez et sur lequel je pense on est tous d'accord, mais qui est vraiment essentiel dans les débats que vous pourrez avoir avec les autorités sur la protection sociale et le handicap. C'est la notion des coûts du handicap. Alors, les personnes handicapées font face à différents coûts du handicap, des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts indirects, c'est ce qu'on appelle souvent les coûts d'opportunité, c'est-à-dire parce que j'ai un handicap, j'ai moins accès à l'emploi, j'ai moins accès à l'éducation. Parce que j'ai moins accès à l'éducation, même si je trouve du travail, je serai payé moins. Et le deuxième point, c'est comme il n'y a pas de service de soutien, les membres de ma famille sont les premiers prestataires de soutien, et parce qu'ils font ça, ils ne travaillent pas. Ou alors ils n'ont pas accès à l'éducation, ou alors ils ont dû arrêter l'école. Et tout ça, ça génère des pertes en termes de revenus pour les personnes handicapées et leurs familles. Un autre point, c'est évidemment les coûts directs. Alors, quels sont les coûts directs? C'est les coûts directs liés au handicap spécifiquement, l'assistance personnelle, les aides techniques, la réadaptation, la modification du logement, l'interprétation en langue des signes, etc. Mais c'est aussi les dépenses supplémentaires sur des domaines généraux. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de santé. Ce n'est pas forcément de la santé spécifique pour le handicap, mais c'est aussi le transport. Le bus n'est pas accessible, je dois payer le taxi. C'est une dépense de transport comme tout le monde, mais j'en paye plus. Et le logement, ça c'est un point essentiel, c'est que dans beaucoup de pays, les services pour les personnes handicapées sont dans les centres-villes ou dans les grands centres urbains où le coût du logement est beaucoup plus élevé qu'en périphérie ou en milieu rural. Ce qui fait que les personnes handicapées, si elles veulent avoir accès aux services, elles doivent se rapprocher de ces centres urbains et elles ont des coûts supplémentaires en termes de logement. Alors, pourquoi c'est important? Pour plein de raisons, mais en termes de discussion sur la protection sociale, un des points essentiels, c'est que quand vous intégrez ces coûts dans l'évaluation de la pauvreté, ça change considérablement la donne sur combien de personnes handicapées ou de foyers avec une personne handicapée sont dans la pauvreté. Et l'exemple que je vous donnerai, c'est en Cambodge, les recherches faites récemment montre que si vous intégrez pas les coûts du handicap dans l'évaluation de la pauvreté, vous avez 18% des foyers avec une personne handicapée dans la pauvreté, et si vous intégrez les coûts du handicap, vous avez 34%.
Donc ça change considérablement la donne. C'est aussi un des points sur lesquels on travaille avec différentes organisations, notamment Leonard Cheshire, mais aussi Australian DFAT, en Indonésie, au Kenya, au Bangladesh. On va faire des études assez poussées sur ces coûts du handicap et essayer de voir vraiment quel impact ça a en termes de calcul de la pauvreté et autres aspects. Alors, là-dessus, je voudrais aller encore un peu plus loin. C'est que les données que je viens de vous donner, elles ne regardent pas en fait les coûts que les personnes handicapées devraient dépenser si elles participaient sur la base de l'égalité avec les autres. Elles reflètent en fait l'impact économique du handicap aujourd'hui. Et donc, le tableau que je vous présente, qui est en anglais, je m'excuse, vous avez deux chiffres sur les lignes, deux nombres, par exemple 247, 2809, 545, 4334. Le premier chiffre, c'est les coûts liés au handicap dans le cadre d'une participation un peu minimale. Je reste à la maison, je ne fais pas grand-chose. Si je suis aveugle, ça va me coûter 545 rand, qui est la monnaie de l'Afrique du Sud où cette recherche a été faite. Mais si je participe, et pourquoi pas, j'ai un travail, je vais probablement dépenser 10 fois plus. Et par exemple, si je suis une personne sourd-aveugle et je reste à la maison, ça ne coûte pas grand-chose, puisque je ne fais pas grand-chose. Par contre, si je participe et que j'ai besoin d'interpréter de guide et d'assistance, je vais peut-être dépenser 14 000. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, l'allocation handicap est de 1700 rand. Et c'est déjà une allocation généreuse si on compare avec d'autres pays à revenus intermédiaires et faibles. Donc, cette question, elle nous amène à dire qu'on sait très bien que le gouvernement sud-africain ne va pas donner 14 000 rand, c'est-à-dire 10 fois plus que l'allocation handicapée en espèces, mais qu'il y a probablement le besoin de fournir les services. Donc quand on pense protection sociale, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi comment le système de protection sociale peut contribuer à financer le développement des services de soutien, comme les assistants personnels ou les interprètes guides, etc., etc. Alors, si on regarde la protection sociale sous l'angle de la CDPH, on va avoir quelques points sur lesquels je voudrais m'attarder. Donc, la première, c'est mettre l'accent sur le soutien à la participation et à l'inclusion, plus que sur l'incapacité de travailler. C'est de passer des soins en établissement et en institution sur le soutien à la vie dans la communauté. Il n'y a pas de taille unique de produits ou d'allocation à montant unique qui fonctionne pour toutes les personnes handicapées. L'évaluation du handicap doit mettre l'accent sur les besoins en soutien plutôt que sur la déficience, l'importance de la double approche, la protection sociale tout au long du cycle de vie et s'assurer de la participation des organisations de personnes handicapées à l'évaluation, la conception et la fourniture de la protection sociale. Alors, l'incapacité de travailler, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir avoir accès à la protection sociale, il faut être déclaré inapte au travail ou incapable de travailler. Et donc, ça a des effets pervers. Mais on est confronté à un problème, c'est qu'on ne peut pas dire toutes les personnes handicapées peuvent travailler. Parce que si on dit ça, les gouvernements ou les parlements peuvent dire mais alors pourquoi, s'ils peuvent travailler, pourquoi dans un pays pauvre où il y a plein de gens dans la pauvreté, pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner de l'argent? Ça, c'est un des premiers points. Donc là, on voit toute l'importance de la question des coûts extra liés au handicap. Et il est très important en fait de passer de la façon dont on s'exprime. Parce qu'y compris au sein des OPH, beaucoup de gens pensent qu'il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Et c'est la question de comment on passe de on ne peut pas travailler à on n'est pas en position de travailler parce qu'il y a des obstacles et pas suffisamment de soutien. Si vous regardez, que ce soit dans les pays à revenus intermédiaires ou dans les pays riches, il y a des personnes handicapées qui sont au travail aujourd'hui. Il y a 20 ans ou 25 ans, on aurait dit jamais. On ne peut pas travailler. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'accessibilité, parce qu'il y a plus d'aménagement raisonnable, il y a plus d'aide technique, et de financement lié à l'assistance personnelle, par exemple, ces personnes peuvent travailler.
Et donc, en fait, c'est pas une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir, c'est une question d'être dans une situation ou une position de pouvoir travailler. Et ça change beaucoup de choses. Donc, comment on explique ça aux bailleurs de fonds, aux personnes qui travaillent sur la protection sociale et les politiques d'emploi et au gouvernement? Donc, il faut un système qui reconnaisse les obstacles. Oui, il y a des obstacles qui est dans le marché du travail. Oui, les personnes handicapées, la grande majorité des personnes handicapées peuvent avoir une activité économique. Euh, et comment on met en place un système flexible qui combine un soutien aux revenus si aujourd'hui je ne suis pas en position de travailler, avec un soutien lié au coût du handicap, que je sois à la maison ou que je sois au travail. Donc par exemple, il y a des pays qui commencent à le faire, l'île Maurice, mais aussi très récemment dans les îles Fidji, où une personne handicapée qui travaille peut bénéficier de la nouvelle allocation pour personnes handicapées, de même qu'une personne qui ne travaillerait pas, mais qui serait dans une famille qui bénéficie d'une allocation pauvreté. Et l'allocation pauvreté va à la famille et l'allocation handicap va à la personne. On reviendra sur ce point, c'est vraiment important. Donc, pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays du Sud, on associe pauvreté et handicap. On a beaucoup dit, hein, les personnes handicapées sont surreprésentées dans les groupes les plus pauvres. Et donc, ce qui fait qu'on va mettre en place des mécanismes comme au Kenya ou dans d'autres pays, hein, où on va dire on va avoir une allocation handicap pour les personnes avec un handicap sévère pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça et qui ne peuvent pas travailler? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On dit, tu dois rester pauvre pour pouvoir toucher l'allocation handicap. Tu ne peux pas travailler pour pouvoir toucher l'allocation handicap. Et on voit bien qu'au cœur d'un système qui est censé soutenir les personnes à participer, on a mis les éléments de prévention de la participation, qui n'est pas l'ambition du système, mais qui est en fait lié au préjudice du système. Donc comment, en tant qu'OPH, en tant que communauté travaillant sur le droit des personnes handicapées, on arrive à articuler ça? Donc ce sur quoi on travaille, c'est de dire, oui, les personnes handicapées, beaucoup sont dans la pauvreté. Donc elles ont besoin d'une aide relative à la pauvreté. Mais qu'est-ce que c'est l'aide relative à la pauvreté? C'est la nourriture, le logement, les services de base, l'électricité, etc. Mais quand je donne une allocation handicap qui est relativement faible à des groupes pauvres, l'argent ne va pas aider la personne handicapée dans sa participation. Elle va payer les produits alimentaires et le logement. Et donc, ce qu'on voit dans les recherches qui ont été faites, notamment au Népal ou au Vietnam, c'est que ces allocations handicap servent à la famille plutôt qu'à aider la participation de la personne. Là, je voudrais juste faire un point qui est très important, c'est que quand bien même il n'y a pas un impact direct sur la participation sociale dans la communauté, ces aides ont un vrai impact sur la place de la personne handicapée dans la famille. Et dans les entretiens qualitatifs qui ont été faits avec les personnes handicapées, il y a ce message fort qui est de dire, parce que grâce à moi, il y a l'allocation qui vient dans la famille, je ne suis plus un poids pour la famille. Je ne me sens plus un poids, je suis un contributeur de l'économie familiale. Et ça, en termes de dignité et en termes d'équilibre des pouvoirs au sein de la famille et du foyer, ça a son importance. Ce n'est pas forcément vrai pour tous les groupes de personnes handicapées, et on sait qu'il y a un problème de contrôle et de choix liés à ces allocations, notamment pour les personnes avec un handicap intellectuel ou psychosocial, et on reviendra là-dessus. Donc, si on regarde quel système on voudrait, donc les personnes handicapées, comme d'autres, mais souvent plus que les autres, sont dans la pauvreté. Donc on veut une couverture, un minimum de sécurité des revenus. Et ça peut être lié à la vieillesse. Dans beaucoup de pays, maintenant, il y a des pensions sociales pour les personnes âgées, qu'elles aient contribué ou pas. Et ça peut être des systèmes ou des éléments ciblant la pauvreté. Mais ça, comme on l'a dit, ça paye le logement, ça paye la nourriture. Ça ne paye pas les coûts liés au handicap dont on a parlé.
Et ça ne paye pas, ça n'assure pas l'accès aux services de soutien. Donc, en plus de cette sécurité élémentaire en termes de revenus, il faut un soutien ou une allocation liée au handicap. Donc ça peut être, aujourd'hui j'ai une allocation qui inclut la pauvreté ou le besoin de revenu minimum et les coûts du handicap. Je trouve un travail, eh ben, je perds mon allocation pauvreté, mais je garde mon allocation handicap. Donc par exemple, le Brésil, qui a un système called BPC, qui a un peu ce tout en un, qui est relativement généreux, s'est rendu compte qu'ils ont des millions de personnes qui aujourd'hui en fait pourraient être en position de travailler, mais ne cherchent pas de travail parce que sinon ils perdent de tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis dans la loi, et ils sont encore en train de travailler sur la mise en œuvre, de dire, alors si vous avez l'allocation et que vous trouvez du travail, vous allez garder une partie de cette allocation, et si dans les 5 ans qui suivent le fait que vous avez pris un travail, vous perdez votre travail, vous revenez automatiquement sur l'allocation maximum. Donc, comment on essaye de créer des systèmes de flexibilité où les gens sont encouragés à prendre le risque du travail? Parce que pour une personne handicapée, travailler, c'est un risque. Pourquoi? La discrimination, la difficulté sur le marché de l'emploi et sur le lieu de travail. Alors, un autre point, on sait que dans beaucoup de pays pauvres et à revenus faibles et intermédiaires, le gouvernement ne va pas forcément donner ses allocations à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça ne veut pas forcément dire lié au revenu, mais lié à la sévérité du handicap. On sait très bien qu'il y aura une focalisation au départ sur les personnes avec les restrictions de fonction, des restrictions fonctionnelles les plus élevées. Et donc, ce qu'on suggère, mais qui reste aujourd'hui à un état un peu de proposition, c'est de dire, vous avez l'allocation pauvreté ou de revenu minimum, vous avez l'allocation qui couvre les coûts du handicap avec les services de soutien, mais vous pouvez aussi avoir, et beaucoup de pays le font, des réductions, des exemptions, comme les transports gratuits, la couverture santé, etc., qui peuvent bénéficier à un beaucoup plus grand nombre de personnes handicapées qui, même si elles n'ont pas forcément un handicap sévère ou ne sont pas aujourd'hui dans la pauvreté, font quand même face à des coûts du handicap qui les empêchent de participer. Et ces réductions, ces exemptions peuvent leur permettre de, quelque part, compenser ces coûts du handicap. Un autre point, c'est la notion de vie dans la communauté. Alors là, je voudrais vraiment inviter tous les participants, et si on peut avoir une petite conversation là-dessus, ce serait vraiment intéressant. C'est que dans beaucoup de pays du Sud, en fait, il n'y a pas vraiment de notion de service de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire un assistant personnel? En milieu rural, par exemple au Mali, ou qu'est-ce que ça veut dire un soutien à un cercle de soutien? Qui c'est qui l'organise? Comment ça fonctionne? Qui c'est qui paye? Toutes ces questions-là, elles ne sont pas forcément très développées dans les pays les plus pauvres, alors que dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'il y a tous ces soucis autour de la désinstitutionnalisation, beaucoup de travail a été fait sur ces questions. Donc si on veut que les systèmes de protection sociale progressivement soutiennent le développement des services de soutien dans la vie communautaire, il faut être en position de force de proposition sur qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut s'organiser. La question d'autonomie du choix et du contrôle, donc j'en ai un peu parlé. Ce qui est essentiel, c'est les questions liées aussi à l'article 12 et à la capacité juridique. Si je n'ai pas la capacité juridique, je ne peux pas ouvrir un compte bancaire, je ne peux pas signer un abonnement de téléphone. Donc, avec toute la mise en œuvre des systèmes électroniques de paiement, ben, je ne pourrais pas forcément m'inscrire déjà. Et même si j'étais inscrit, c'est pas moi forcément qui pourrais gérer l'argent ou récupérer l'argent. Donc ça veut dire que ma famille va le faire. Et derrière, il y a toutes ces questions de contrôle des allocations et du choix que je fais de comment l'argent est utilisé. Un dernier point, avant-dernier point, c'est la question de l'évaluation du handicap. Alors c'est probablement
la question centrale pour les gouvernements. Comment on décide qui est une personne handicapée dans un point de vue de protection sociale et qui va bénéficier de quelles prestations. C'est la question numéro 1 que les gouvernements posent au BIT, à l'OMS, à la Banque mondiale, en termes de système. Alors, le comité de la CDPH dit qu'il faut aller à une approche qui va au-delà des instruments médicaux, d'une approche médicale, mais c'est pas forcément très clair sur ce que ça veut dire. Est-ce qu'on se rend compte? Ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des pays, ils reçoivent cette recommandation, ils retournent en capitale et ils ne savent pas vraiment quoi faire avec. Donc, on veut faire une évaluation qui est plus centrée sur les besoins de soutien et les barrières. Mais on veut une évaluation qui soit efficiente, qui soit simple, parce que si elle n'est pas simple, elle ne pourra pas être faite dans l'ensemble du pays, parce qu'il faut des ressources humaines qualifiées. Si elle est pluridisciplinaire, c'est pareil, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'endroits, notamment dans le milieu rural, on n'a pas forcément l'ensemble des professionnels nécessaires. Si elle est compliquée, vous aurez la situation qu'une même personne, dans différents endroits, aurait des résultats très différents, parce que l'application des guides et des directives sera faite de façon différente, selon la personne qui le fait. Et donc ça génère des vrais problèmes au niveau systémique. Et le dernier point, c'est la question de la fraude. On veut un système qui soit simple, on veut un système qui peut être fait partout, mais un système qui empêche la fraude ou qui limite la fraude et qui ne génère pas beaucoup de réclamations et de plaintes. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte quand on pense réforme ou mise en place de l'évaluation et de la détermination du handicap. Un autre point qui est très lié, c'est la notion de la carte du handicap. Dans beaucoup de pays, on met en place ces cartes. Pourquoi? Parce qu'elles aident les personnes handicapées à naviguer entre les différents ministères, elles aident à coordonner le soutien. Mais le problème, c'est que déjà, c'est relativement stigmatisant. Donc, par exemple, le Sénégal a mis en place la carte de l'égalité des chances. C'est un des premiers pays qui a changé en fait le nom de la carte pour refléter le fait qu'on n'a pas une carte parce qu'on est une personne handicapée, on a une carte parce qu'on a les mêmes droits que les autres et on est dans une situation où on a besoin d'égalisation des chances. Donc ça, c'est un point important. Et le dernier point que je voudrais mentionner sur cette question, qui pourrait nous prendre toute la semaine, c'est le fait que l'évaluation de l'invalidité ou du handicap, selon la terminologie utilisée dans la législation, ne doit jamais contribuer à la discrimination. Alors, je vous donne un exemple. Dans certains pays, vous êtes un enfant de 6 ans avec un handicap. Vos parents ont besoin de soutien financier. Donc, vous allez faire l'évaluation du handicap. Mais dans cette évaluation du handicap, on va décider que oui, vous allez avoir l'allocation, mais en même temps, on va vous dire que vous ne pouvez pas aller à l'école ordinaire. Vous devez aller dans une école spécialisée ou que vous ne pouvez pas aller à l'école du tout. Donc, le système qui est censé évaluer vos besoins et vous soutenir contribue aussi à la limitation de vos droits. Donc ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Et au fond, la question principale, c'est quoi la question que l'évaluation pose? Qu'est-ce que la personne est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire, les besoins de soutien, les obstacles qu'elle rencontre, ce dont elle aurait besoin pour participer, pour fonctionner de manière égale ou de participer de manière égale. Ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et il faut une certaine clarté là-dessus. Et c'est une des choses aussi que l'on va travailler avec le comité de la CDPH pour essayer de clarifier un peu c'est quoi exactement, quand le comité dit une approche basée sur le droit de l'évaluation, exactement de quoi on parle et dans quelle mesure c'est faisable. Voilà. Dernier point, j'ai beaucoup de derniers points, je m'en excuse. Comme je l'ai dit, pas de taille unique. Les personnes handicapées sont diverses, elles ont différents besoins. 10 $ par personne pour tout le monde, on sait que ça ne marche pas.
Ça peut aider certaines personnes et pour certaines autres, ça aura vraiment un effet négligeable. Pourquoi? Parce que les besoins liés au handicap sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Hein, vous vous rappelez les chiffres que j'ai donnés ultérieurement, au préalable, sur la question de l'Afrique du Sud, où selon que vous soyez une personne sourde aveugle ou une personne avec malentendante, vous allez avoir des besoins et donc des coûts très très différents. Le soutien à la participation des OPH, très important, et ça je voudrais conclure là-dessus et ouvrir l'espace pour les questions. Aujourd'hui, les OPH n'ont pas une réelle position commune sur la protection sociale. Sur les formations, comme je vous disais, les formations que l'on fait, très souvent, on va avoir une partie des représentants d'OPH qui sont opposés à la protection sociale. Ils disent, nous, on n'a pas besoin de protection sociale, on ne veut pas de charité, on a besoin d'emploi et d'accessibilité. Oui. Et souvent c'est aussi le fait que les leaders du mouvement de personnes handicapées sont aussi des personnes qui sont souvent de classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès, s'ils ne sont pas de classe moyenne, ils n'ont pas eu accès à l'éducation, ils n'ont pas eu accès à des opportunités qui leur permettent d'être dans cette position. Les autres personnes faisant face à beaucoup plus de barrières. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays du Sud, la protection sociale, elle n'est pas, elle est faite, elle est pensée par rapport aux personnes handicapées dans une logique de charité. Et donc, c'est relativement légitime que les OPH soient méfiantes ou ne veuillent pas engager. Et je pense que avec le changement au niveau global sur les questions de la protection sociale et sur une clarté grandissante sur ce que dit la CDPH par rapport à la protection sociale, il va y avoir un changement. Mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut que les OPH comprennent vraiment c'est quoi la protection sociale basée sur les droits et dans quelle mesure c'est une précondition pour l'inclusion des personnes handicapées. Et une fois qu'on est clair là-dessus, pour soutenir la participation des OPH sur la réforme des systèmes de protection sociale, il va falloir aussi travailler sur la formation parce que les systèmes de protection sociale sont relativement complexes. Et les discussions deviennent techniques très vite. Et ça ne veut pas dire, c'est un peu comme les statistiques, les données. On n'a pas besoin que les personnes handicapées du mouvement deviennent tous des statisticiens, mais elles doivent comprendre les grandes questions et les grands débats pour pouvoir avoir une contribution efficace. Donc je voudrais arrêter là et ouvrir pour des questions, des commentaires et continuer le débat. Voilà, merci. Très merci, Alex. Vraiment très intéressant ta présentation. Nous avons déjà un peu de questions dans les chat box que je pense que tu peux déjà voir. Je vous invite tout notre participants vraiment à faire beaucoup de questions. Vous pouvez lever virtuellement la main et parler directement avec Alex ou vous pouvez écrire en fait votre question dans les chat box. J'ai déjà, tu as vu, il y a déjà des questions dans les chat box, mais voudrais donner la parole en fait à quelqu'un qui a levé déjà la main, que c'est Rague Abdi. En fait, j'ouvre le mic. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aussi. Je vais intervenir brièvement. Moi, je voudrais savoir la protection sociale est une des clés de l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. Et nous établissons à Djibouti une nouvelle carte pour les personnes, assurance sociale pour les personnes handicapées. Est-ce que l'appellation déjà carte de personnes handicapées est très mal vue au niveau mondial? Je n'ai pas, à cause du bruit derrière, j'ai pas forcément bien compris la question. J'ai compris que c'est une référence à la carte
sur les personnes handicapées. Et j'ai pas. est-ce- Oui, en fait, il y a beaucoup de bruit. Mais voilà, Alex, il y a aussi, Rageux, il a aussi écrit un part des Ah, d'accord. questions dans les chatbox. Donc, probablement, il était en train d'expliquer Alors, mieux. ah, ok. Dans le milieu rural, la famille, c'est d'assurance sociale à la personne handicapée. Et aussi, la première question, c'est de Rago Abdi. Donc, probablement, il était en train d'expliquer un peu mieux ces Alors, questions. ok. Alors, peut-être un peu d'élaboration sur cette question de la carte pour les personnes handicapées. Je vous donne juste un exemple. En Tunisie, lors de la première revue pour la CDPH, les chiffres donnés par le gouvernement tunisien indiquaient qu'il y avait beaucoup plus de personnes, d'hommes handicapés que de femmes handicapées. Et quand on a posé la question d'où venaient ces données, elles venaient des registres administratifs, des gens qui ont la carte du handicap. Et quand on a creusé, un des éléments qui explique pourquoi il y avait moins de femmes, c'est que les familles n'encourageaient pas les femmes handicapées à prendre la carte, notamment en relation avec la question des potentiels pour le mariage, car ça renforçait le stigma. Et dans beaucoup de pays, on voit bien que quand les prestations associées à la carte sont faibles, il n'y a pas de, les gens ne le font pas, parce que le stigma associé au handicap est trop fort. Et donc toute la question, c'est comment cette carte, qui est un marqueur, c'est une clé, mais c'est aussi un marqueur. Pour pouvoir avoir accès aux prestations, il faut que je me désigne et que je sois désigné personne handicapée. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que, dissocier la question de handicap et de capacité de travail. Il y a un lien, on le sait, notamment sur cette question d'être en position de travailler. Mais si c'est écrit comme ça, si c'est publié comme ça, alors tu as ta carte handicapée, ça veut dire que tu n'es pas productif, ça veut dire que tu ne peux pas travailler. Donc et c'est pour ça que je présente toujours cette notion de carte d'égalité des chances qui a été adoptée au Sénégal et qui vient d'une des discussions qu'on avait eues dans une formation il y a quelques années sur la CDPH et qui a été poussée par les personnes handicapées en disant nous on veut pas une carte du handicap, on veut une carte d'égalité des chances. Et je pense que ça c'est comment on réduit le stigma lié à l'accès aux prestations de protection sociale. Donc ça c'est une des premières c'est vraiment un point essentiel. Comment on assure que l'accès à la protection sociale ne renforce pas le stigma. Une des questions que je vois là aussi, c'est le fait que quand une famille a un membre de la famille avec un handicap sévère, il y a un appauvrissement de la famille. C'est très très vrai. Et c'est toute une question qu'on a, c'est-à-dire que dans certains pays, les personnes handicapées disent mais moi je veux pas d'un étranger du village là qui va venir prendre soin de moi. C'est très privé, l'hygiène, tout ça. Je ne fais confiance qu'à ma famille. Donc une des questions, c'est ok. Donc vous souhaitez qu'un de vos membres de votre famille soit votre assistant personnel. La question, c'est que cette personne, elle sacrifie quelque chose en termes d'activité productive. Donc peut-être que cette personne peut devenir un assistant personnel et être considérée comme tel. Donc en Roumanie, par exemple, ils ont deux catégories d'assistants personnels, les assistants personnels professionnels et les assistants personnels familiaux. Donc c'est aussi quelque part quelque chose qu'on peut considérer, mais ce qu'on trouve délicat, c'est que par exemple dans certains pays, si vous êtes un aidant d'une personne handicapée, vous avez une allocation, mais la personne handicapée n'a rien à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le choix de la personne handicapée d'avoir un membre de la famille qui aide. Peut-être que la personne handicapée voudrait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas membre de la famille, pour une raison de choix, de contrôle, de question d'entente familiale. Donc, pour respecter les principes de la CDPH, il faut que la personne handicapée soit celle qui choisisse. Donc c'est pas forcément facile, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça, mais c'est un principe essentiel. On sait très bien que dans la majeure partie des pays du Sud,
la famille est un des liens, est un élément essentiel, et on doit penser la protection sociale avec la notion de famille et la contribution de la famille, sans oublier la question du choix et du contrôle de la personne handicapée. Et merci, Alexis. Si je peux, en fait, j'ai moi aussi une question parce que aussi hier, je suis ta session en anglais, hier aussi la session de Stéphane Trommel en espagnol. Et en fait, tout le monde, toi aussi, Stéphane, parle beaucoup du fait que quand nous parlons de protection sociale, le risque de tomber sur la charité ou de faire au contraire d'aller au contraire des personnes avec un handicap, avec un système de protection sociale, avec une location handicap. Et en fait, donc, dans cette situation-là, quelles sont les obligations ou les choses qu'il peut faire l'employeur ou le gouvernement ou aussi la personne avec un handicap ou les organisations des personnes avec un handicap, comme il peut trouver une solution pour cette question-là, en fait. C'est-à-dire par rapport à la charité? J'ai pas très bien compris la question. Oui, en fait, par rapport à la charité, parce que les risques qu'on te donne, en fait, en location handicap, par exemple, tu donnes à la personne avec un handicap seulement la location handicap, sans développer des autres services Oui, ou tout à fait. Alors, de capacités. On est bien d'accord. Et ça, je veux que tout le monde soit clair avec ça. La protection sociale, c'est une des préconditions de l'inclusion. Mais c'est bien tout. Merci de la question, parce que c'est vraiment essentiel qu'on comprenne ça. Protection sociale sans service de soutien, sans accessibilité, sans éducation inclusive, vous n'allez pas aller très loin, quoi. On est clair là-dessus. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Parce que vous pouvez faire des programmes de. Parlons de. Il y a une des questions là de Elvige sur est-ce que l'assistance financière aux personnes handicapées n'entraîne-t-elle pas une dépendance? Alors, on peut. Ça, c'est vraiment la question principale, qui est dans toutes les têtes. Alors, le calcul, moi j'invite les personnes handicapées à faire ce calcul-là. Si vous, dans votre village ou votre ville, vous avez un voisin, admettons que ce voisin ait exactement les mêmes éducation, tout pareil. La seule différence, c'est qu'il n'a pas un handicap. Et votre voisin, il touche 1000. 1000 de quelque chose, de votre monnaie, de 1000. Et vous touchez 1000. Est-ce que vous allez avoir, à la fin de l'année, est-ce que vous aurez fait les mêmes choses? Est-ce que vous aurez participé de la même manière? Est-ce que vous aurez eu les mêmes opportunités? Non. Parce que qui que vous soyez en tant que personne handicapée, vous allez avoir des coûts supplémentaires liés au handicap. D'une manière ou d'une autre. Vous ne pourrez pas investir sur vos enfants de la même manière. Vous ne pourrez pas préparer votre retraite. Vous ne pourrez pas investir sur du business de la même manière. Donc la question de l'allocation, c'est bien la différence entre rien que la notion d'assistance financière. Pourquoi focalisons sur le soutien financier, la compensation financière pour les coûts du handicap. Ça change. Je ne t'assiste pas financièrement, je compense les coûts du handicap. C'est différent. C'est pas la même logique. C'est pas la même logique. Mais tout dépend de la façon dont c'est pensé. Comme je dis, si vous faites une allocation handicap pour les personnes pauvres avec handicap sévère clouées au lit, ça va être perçu comme de l'assistanat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élément de participation inclus. Si vous êtes dans un des États indiens où vous avez l'allocation handicap, mais parce que vous avez l'allocation handicap, vous ne pouvez pas faire de réhabilitation fonctionnelle, vous ne pouvez pas faire de réhabilitation professionnelle et vous n'avez pas accès aux activités génératrices de revenus, le message qu'on envoie, c'est prends ton allocation et c'est tout. Mais ce n'est pas le problème de la protection sociale en tant que telle, c'est le problème de la façon dont elle est pensée et la façon dont elle est définie et organisée. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et j'ai vu des leaders handicapés être contre la protection sociale parce que c'est de l'assistanat et de la charité.
Mais si vous êtes une personne handicapée et que vous n'avez pas de famille, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'allocation? Vous êtes, faut bien comprendre, par exemple, on dit tout le temps, oh, la famille, c'est l'assistance. Oui, c'est vrai, mais il y a des personnes handicapées et on sait que les personnes handicapées sont à la fois plus, elles ont plus de chances d'être dans une famille plus grande parce qu'elles restent avec leurs parents, même quand elles ont 40 ans, ou d'être toutes seules. Donc, il y a toutes ces questions à prendre en compte. C'est pas, la protection sociale est essentielle pour l'inclusion des personnes handicapées. Toute la question, c'est comment on développe les allocations, comment on lie les allocations aux services. Par exemple, dans beaucoup de pays, vous avez de la réhabilitation à base communautaire. Et vous avez des allocations pour les familles pauvres, notamment celles qui ont des enfants handicapés. Il y a très très peu de pays où il y a un lien entre vous recevez une allocation parce que vous avez un enfant handicapé ou parce que vous êtes une famille pauvre avec un enfant handicapé et ce que peut vous produire ou vous fournir la réadaptation à base communautaire ou le développement communautaire inclusif. Donc c'est comment on travaille sur l'ensemble de ces programmes pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au travail, de participer dans la communauté, etc., etc. La protection sociale ne joue qu'un rôle, mais elle joue un rôle essentiel. Si vous visitez la Suède, la France, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la protection sociale est un élément essentiel de la participation des personnes handicapées. Alors il y a beaucoup de limites et ça ne solutionne pas tout. Si vous regardez les pays riches, il n'y a pas un niveau d'emploi des personnes handicapées qui est très élevé. Et c'est aussi parce qu'il y a toujours de la discrimination, parce qu'il n'y a pas assez d'accessibilité. Pourquoi? Parce que les personnes handicapées n'ont pas eu assez d'accès à l'emploi, à l'éducation. Toutes ces barrières, la protection sociale, elle ne les solutionne pas d'un coup. Mais ce qu'elle permet, c'est que si vous n'avez pas eu accès à l'éducation, vous n'avez pas forcément accès au travail à cause de toutes ces barrières-là, vous avez quand même le droit à un revenu minimum et vous avez le droit à une participation sociale. Vous avez le droit à une compensation de vos coûts du handicap pour égaliser vos chances de participer dans la communauté. Merci, très merci. Mais en fait, j'ai posé cette question, Alex, parce que c'est la question qui se pose un peu tout le monde. Si je lis en fait des autres questions ici dans les chat box, plus ou moins des gens ils se demandent en fait ça, quel est le lien. Mais quelque chose par rapport à les différents rôles qu'il peut avoir dans l'employeur, le gouvernement, les organisations des personnes avec un handicap au niveau local. Qui sont les différents rôles pour en fait chercher de trouver une solution pour faire marcher la protection des systèmes de protection sociale dans Alors, une des grosses, positivement. alors, une des questions, par exemple, quand on parle d'employeur, alors si vous êtes dans l'emploi formel, la question elle se pose pas. Vous avez un système contributif d'assurance sociale, les employeurs paient des cotisations, et donc vous avez une sécurité sociale, notamment liée à la santé. Je voudrais juste faire un petit point là-dessus. De plus en plus, si vous prenez un pays comme le Vietnam ou d'autres, parce que vous avez la carte handicap, vous avez aussi l'assurance santé gratuite. Ça, et on a vu, une recherche a montré qu'au Vietnam, les gens ne prennent pas la carte du handicap pour l'allocation, ils la prennent surtout pour l'assurance santé. Donc ça, c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce que dans certains pays, je pense que le collègue de Djibouti le mentionnait, l'assurance santé va être garantie pour les personnes pauvres, pas forcément pour les personnes handicapées qui ne sont pas pauvres. Mais on sait que les personnes handicapées, pauvres ou pas pauvres, ont beaucoup plus de risques de dépenses catastrophiques dans le domaine de la santé. Donc, je voulais juste préciser ça. Donc le rôle des employeurs, un des soucis principaux, c'est que dans les pays du Sud, une grande partie de l'économie est informelle. Donc quand on parle d'aménagement raisonnable, si vous êtes dans l'économie formelle, il y a des mécanismes de paiement ou de compensation où l'État peut soutenir l'employeur d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie informelle?
la protection sociale peut jouer un rôle. L'allocation, je suis une personne handicapée, j'ai trouvé un travail, mais le bus n'est pas accessible, il faut que je prenne un taxi ou quelque chose d'autre. Si j'ai pas mon allocation, je peux pas payer le taxi. Et je vais pas dépenser tout mon salaire en taxi. Ça sert à rien pour moi. Donc, la protection sociale peut aider la relation au travail. Les OPH, je pense qu'un des points essentiels au niveau local, c'est la question de la coordination entre les schémas nationaux de protection sociale et les services qui existent dans la communauté. Je faisais référence à la réadaptation à base communautaire, ou les services de soutien qui, dans la plupart des pays, tombent sous le cadre de la décentralisation et donc sont la responsabilité des gouvernements locaux. Donc c'est comment on articule les schémas nationaux de protection sociale, qui peut être l'allocation handicap par exemple, avec des services qui sont développés dans des partenariats entre les autorités locales, les organisations de personnes handicapées et des ONG qui font de la prestation de services. Il faut savoir que dans les pays à revenus élevés, 80-90% des services pour les personnes handicapées, les services spécifiques pour les personnes handicapées, sont gérés par des ONG. Elles ne sont pas gérées par des autorités publiques. Elles sont financées par des autorités publiques, mais elles sont gérées par des ONG. Donc toute cette question du partenariat entre les OPH, les autorités locales et les ONG qui peuvent être prestataires de services, les OPH aussi peuvent être prestataires de services d'une certaine manière, comment ça s'articule avec la protection sociale, que ce soit en termes de financement ou en termes de suivi des bénéficiaires. De plus en plus de pays, c'est le cas du Sénégal, mais il y en a d'autres, vous faites votre évaluation, vous avez la carte d'égalité des chances ou du handicap, vous êtes dans une base de données. Parce que vous êtes dans une base de données, ça va vous donner, on va collecter des informations qui nous aident à définir, OK, qui a besoin de quoi, combien de personnes, etc. Et donc, ça peut aider aussi les gouvernements locaux à se dire, OK, dans ma ville, ou dans mon village, dans ma zone, dans mon district, j'ai tant de personnes qui sont éligibles à un soutien et qui ont besoin d'un assistant personnel. Je vais peut-être travailler avec l'OPH, avec l'ONG pour dire comment on met en place un système ou un service qui va permettre de faire ça. Donc c'est comment autour des systèmes existants, on travaille sur une intégration plus importante. Et là, c'est tout le monde qui doit faire ce travail. C'est les organisations de personnes handicapées, les autorités locales, les ONG, le gouvernement central, les syndicats aussi. On n'a pas parlé des syndicats parce que les personnes handicapées qui deviennent handicapées dans la vie adulte, souvent ont été travailleurs avant. Et donc les syndicats, un des seuls angles qu'ils ont sur le handicap, c'est les travailleurs qui sont devenus handicapés. Et de plus en plus, il y a cette question des travailleurs informels. Les syndicats essayent de travailler aussi sur cette question. Et je pense que c'est un des points d'entrée parce que les syndicats ont une certaine influence aussi sur l'allocation des ressources publiques, sur la définition des politiques et des lois. Donc ça aussi, c'est relativement important. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Sûrement, il y a des informations qui aident beaucoup. J'invite, très merci Alex, très vraiment. J'invite des participants à utiliser ce dernier minute pour faire des questions à Alex. J'ai vu qu'il n'y a plus en fait, à part des commentaires des Ragueux Abdi, mais il n'y a plus vraiment des questions dans les chat box. Je ne sais pas. Donc, j'ai juste une question là qui a été posée par Caboret sur oui, voilà. les chiffres que j'ai mentionnés par rapport aux couvertures. Si les données, il n'y a pas de données sur l'Afrique subsaharienne, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 personnes handicapées ou 0% de couverture. Ça veut dire que les données, la qualité des données n'était pas suffisante sur la période concernée, donc c'était avant 2017, pour pouvoir faire ce travail. Et je vous disais, ils sont en train de faire une mise à niveau de ces données et on va avoir des chiffres sur l'Afrique dans les mois qui viennent. Donc il y a la Zambie, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, le Kenya, il y a beaucoup de pays.
qui ont ou des programmes de protection spécifiques pour les personnes handicapées, ou qui incluent les personnes handicapées dans leur schéma de protection sociale d'assistance à la pauvreté. La question, c'est que les chiffres ne sont pas forcément fiables toujours, et c'est aussi que les couvertures sont relativement faibles. Mais on va avoir des données de meilleure qualité sur la zone dans les mois qui viennent. Donc on va communiquer aussi là-dessus. Voilà, très merci Alex. Et non, il n'y a pas plus de questions dans les chatbox et je vois pas de les mains levées de quelqu'un. Donc, juste un petit instant encore plus, je donne des participants pour faire des autres questions. On a des mains qui se lèvent. Oui, je vois. Attends. Ah voilà, c'est toujours Ragué Abdi en fait. Et Ragué, je te donne la parole, mais en fait, j'espère qu'il n'y a plus de bruit comme avant. Je cherche. Je te donne. Voilà. Mais il y a trop de bruit, Ragué, désolé. Et non, je vois pas des autres mains levées et pas des autres questions. Je ne sais pas si tu, Alex, veux faire un peu de conclusion, donner un cœur, des petits mots sur le sujet. Sinon, on va fermer cette dernière session. Dis-moi. Alors, la seule chose que je voudrais dire, c'est que donc on est en train de travailler avec le partenariat le partenariat des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées sur un projet qui est mis en œuvre par le BIT, l'UNICEF et l'Alliance internationale du handicap sur le développement de guidance technique pour les gouvernements, les OPH, sur le développement d'une protection sociale qui soutient l'inclusion et qui ne génère pas de dépendance et d'assistanat et qui n'est pas de la charité, hein, définitivement. Donc on travaille aussi avec le comité pour essayer de clarifier les recommandations du comité CDPH dans ce domaine. Donc si vous êtes intéressé, vous avez sur le PowerPoint, vous avez mon adresse email. Vous pouvez me contacter directement. On va produire des documents de travail et on va faire tout un processus de revue assez ouvert. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous remercie. Bien, mais très merci Alex. Et je veux partager tes présentations dans les prochains jours avec l'email des suivis avec tous les participants d'aujourd'hui. Bien, vous avez plus de questions pour Alex. Donc, en fait, nous arrivons à la fin de cette session et à la fin de ce cycle de webinaire. Je sais que vous êtes très triste pour ça. Donc, en fait, je vous dis que nous sommes en train de préparer un nouveau cycle un peu plus bref pour les prochaines années. Plus en fait plus sur les sujets sera sur notre pays, Burkina Faso, Soudan, Éthiopie, et Paraguay et Équateur en fait. Mais je vous donne plus d'informations au début de l'année prochaine. Donc, encore une fois, je vous remercie tout le monde, Alex, à tous les participants d'aujourd'hui et du cycle. Bien, je vous invite à nous suivre dans tout notre champ de communication, dans la page Facebook, Twitter, YouTube, que vous trouvez aussi les liens ici dans les chatbox. Et bien, très merci à tout le monde. Désolé pour mon français que c'est pas le meilleur du monde, je sais, mais j'espère que vous avez bien compris, Alex, que c'est mieux de moi. Donc, bonne journée à tout le monde, bonne fin de l'année aussi, et stay tuned avec Combler l'écart et Bridging the Gap. Merci à tout le monde.